Alors un grand merci à la Société de pneumologie de Madagascar de m'accueillir, ainsi qu'à la Société de pneumologie de l'océan Indien, à la personne du docteur Paratian. Quand le docteur Paratian m'a demandé il y a quelques mois de faire un topo dans votre beau congrès, j'avoue que j'avais été un peu réservé, car un ophtalmo dans un congrès de pneumo, je me suis sorti un petit peu déplacé. Et finalement, j'ai regardé l'avant-programme, et quand j'ai vu qu'il y avait une séance sur l'apnée du sommeil, je me suis dit pourquoi pas parler des complications oculaires de l'apnée du sommeil, parce que l'apnée du sommeil est quand même une pathologie assez fréquente et que les complications oculaires sont relativement méconnues. Alors, je voudrais remercier également l'entourage familial du docteur Paratian, car il m'a fourni des photos. Et Bernard, j'ignorais que tu avais ce patient, parce que nous avons un patient commun. Alors, la première photo familiale que j'ai tirée de l'album, c'est la photo du chien. Donc, vous remarquerez à quel point ce chien est tranquille et quiétude. Et donc, ça passe sans rappeler, on dit tel chien, tel maître. Donc, alors, les complications oculaires des apnées du sommeil, ça a retenu quand même notre attention en ophtalmologie, puisque lors du congrès national en 2014, il y a eu plusieurs sessions qui ont été réservées sur ce sujet. Alors, quelques rappels. Il s'agit d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil qui touche plus de 500 000 patients en France, enfants et adultes, comme ça a été rappelé. Le rôle du surpoids a été mis en évidence. On dit que les hommes sont plus atteints que les femmes. Le diabète a également un rôle, de même que l'hypertension artérielle. Et le syndrome de l'apnée du sommeil est quand même responsable d'un nombre non négligeable de mortalité. Alors, comme vous le savez, le cerveau et l'œil sont les deux organes qui consomment le plus d'oxygène, ce besoin étant continu. Et lors du sommeil, s'il y a une apnée, le cerveau envoie un signal de détresse, ce qui se traduit par le réveil. Et on parle de STAS, comme ça a été rappelé, en cas d'épisode répété au cours du sommeil, d'obstruction partielle ou complète des voies aériennes, avec arrêt de la respiration de plus de 10 secondes. Alors, il y a des questionnaires qui sont dits spécifiques, que vous connaissez, l'échelle de Worth ou le questionnaire de Berlin, mais ces questionnaires sont relativement peu sensibles et on a parfois des réponses qui sont un petit peu déplacées. Le diagnostic se fait, alors certains sur la Côte d'Azur emploient un autre terme depuis quelques semaines par polysomnographie, et ce qui permet donc, comme ça a été rappelé par Bernard, de déterminer l'index apnée-hypopnée et de classifier le syndrome de l'apnée du sommeil en léger, modéré ou sévère. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Quelles sont les complications oculaires de l'apnée du sommeil? Alors d'abord, il y a des complications palpébrales, le floppy eye syndrome, des complications qui vont toucher le nerf optique, dont le glaucome, et particulièrement le glaucome à pression normale, on reviendra sur ce sujet tout à l'heure, la neuropathie optique ischémique antérieure aiguë, qu'on appelle NOIA, les occlusions veineuses rétiniennes, HIC idiopathique qui entraîne des édèmes papillaires bilatéraux, et la rétinopathie diabétique, et notamment la maculopathie diabétique. Le floppy eye syndrome, donc complications au niveau palpébral, les gens viennent et nous disent: je me réveille la nuit, car quand je dors sur le côté, j'ai la paupière supérieure qui se retourne, l'œil me fait très mal et l'armoie beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Donc sur la photo de gauche, vous allez voir qu'il s'agit d'une paupière qui est en fait trop élastique et qui se retourne, avec une course qui est allongée, et il y a une notion de latéralité. Autrement dit, quand les gens dorment sur le côté droit, c'est la paupière supérieure droite qui se retourne, et inversement. Évidemment, dans ces cas-là, la cornée reste découverte, donc se dessèche, et il peut y avoir des lésions cornéennes, comme des kératites ponctuées superficielles. Donc vous voyez, sur le cliché de droite, on a instillé un colorant qui s'appelle de la fluorescéine. On voit un piqueté jaune au niveau de la cornée. Et cette kératite peut se compliquer en néovascularisation cornéenne, voire en cicatrice cornéenne, et pour certains patients, se compliquer en kératocone. Le kératocone, c'est la déformation conique de la cornée. Normalement, une cornée est arrondie, et dans le cas du kératocone, elle devient trop pointue. Donc c'est pour ça qu'on parle de cône.
Il faut savoir que plus de 70% des patients qui ont un floppy eye syndrome ont des complications cornéennes. Alors, il y a une corrélation avec le SAS, puisque plus de 95% des floppy eye syndrome ont des symptômes de SAS, et que 5% des SAS ont un floppy eye syndrome. Alors maintenant, nous allons passer en revue les complications vasculaires oculaires liées au SAS. D'abord, ce qu'on appelle le glaucome chronique à angle ouvert, notamment le glaucome à pression normale. Ensuite, nous verrons la NOIA, neuro-optique ischémique antérieure aiguë, les occlusions veineuses rétiniennes. Alors, donc, dans l'apnée du sommeil, il y a des phénomènes d'hypoxie, d'hypercapnie, qui se compliquent avec des perturbations vasculaires, puis circulatoires, et donc, comme vous voyez sur le tableau de droite, tout ça, ça va avoir des conséquences au niveau du nerf optique. Alors, d'abord, le glaucome. Là, on est dans le cadre du glaucome chronique, donc on n'est pas du tout dans le cadre du glaucome aigu. Donc, c'est une pathologie chronique qui évolue sur des années et des années, et qui est dite à angle ouvert, car, comme on verra sur la coupe de l'œil tout à l'heure, l'angle iridocornéen reste ouvert, contrairement au glaucome aigu où l'angle iridocornéen se ferme. Donc le glaucome chronique à angle ouvert, et un de ses signes, c'est l'hypertension oculaire, mais il y a une autre entité qui regroupe exactement les mêmes signes cliniques, on verra tout à l'heure, où la tension oculaire est normale. Donc le glaucome chronique, c'est une neuropathie optique antérieure chronique, hein, ça évolue sur des années et des années et des années, qui n'est pas rare, puisque vous voyez, après 70 ans, ça touche 10% des gens, et c'est un diagnostic de dépistage. Il n'y a aucun signe clinique au début, c'est-à-dire l'œil n'est pas rouge, n'est pas inflammatoire, ne fait pas mal, il n'y a pas de baisse d'acuité visuelle. Alors sur la coupe d'un œil, une coupe sagittale, comme vous voyez donc sur le dessin de gauche, je vais essayer d'utiliser la flèche. Ici, vous voyez donc, alors c'est un peu compliqué, dans la partie antérieure de l'œil, on a la cornée. Moi, ce que je dis aux patients pour expliquer, si on compare l'œil à une montre, la cornée, c'est le verre de montre. Après, en arrière de la cornée, il y a l'iris qui est centré en son centre par un orifice qui est l'orifice pupillaire. En arrière de la pupille, il y a le cristallin et cette immense cavité qui est remplie par du gel qui s'appelle le vitré. Le vitré va tapisser, va plaquer, si vous voulez, va être adhérent à la rétine et les cellules visuelles de la rétine vont toutes converger en une sorte de câble électrique qui s'appelle le nerf optique, la papille optique étant l'émergence du nerf optique au sein du fond de l'œil. Là, vous avez un schéma qui décrit l'angle iridocornéen. Donc, vous avez la cornée, l'iris ici, et en fait, il y a trop de tension dans l'œil car un liquide qui est à l'intérieur de l'œil qui s'appelle l'humeur aqueuse et qui est sécrété à ce niveau-là de façon permanente. Donc, ça, c'est physiologique, c'est-à-dire que le robinet est tout le temps ouvert. Donc, l'humeur aqueuse est sécrétée par les procès ciliaires, va passer devant le cristallin, va passer par la pupille et est résorbée à l'état normal dans cet angle ici, entre la cornée et l'iris, qu'on appelle angle iridocornéen, et dans une structure qui s'appelle le trabéculum. Dans le glaucome aigu, qui est un glaucome par fermeture de l'angle, c'est cet angle ici, entre la cornée et l'iris, qui se ferme, c'est-à-dire que l'iris se plaque contre la cornée, donc évidemment l'humeur aqueuse ne peut plus s'évacuer. Donc là, on est dans le cadre d'une hypertonie aiguë, c'est pas ce qui nous intéresse ce soir. Là, on parle de glaucome chronique à angle ouvert, c'est-à-dire que cet angle entre la cornée et l'iris reste ouvert, mais l'humeur aqueuse ne peut plus s'évacuer dans le trabéculum, car le filtre trabéculaire va se boucher progressivement sur des années et des années et des années. Alors la conséquence de la non-évacuation de l'humeur aqueuse, c'est qu'il va y avoir une hyperpression dans l'œil qui va retentir sur les zones les plus fragiles de l'œil, notamment au niveau du nerf optique et plus précisément au niveau de la papille. Alors à droite, la photo, c'est une photo d'un fond d'œil normal. Donc vous avez la papille, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'émergence du nerf optique. Si vous prolongez derrière l'écran, on va au cerveau. La zone plus sombre ici, c'est la macula, qui est la zone qui est responsable de la vision centrale.
qu'on va évoquer tout à l'heure quand on fera l'œdème maculaire. Et puis en périphérie, vous avez la rétine périphérique. Dans le glaucome chronique, c'est cette zone ici qui est abîmée par l'hyperpression chronique sur des années et des années. Donc ça va appuyer sur le nerf optique et puis finalement aboutir à une perte des fibres visuelles. En haut à gauche, vous avez un cliché de la papille agrandie, un cliché de papille normale. Alors vous arrivez à distinguer une zone plus centrale blanche qu'on appelle cup ou disque, qui est entourée par une zone plus rosée qu'on appelle le disque complet, et ça va nous permettre de calculer un rapport qui est le rapport C sur D, c'est-à-dire le rapport de la zone blanche par rapport au diamètre total du nerf optique. Donc là, c'est une papille normale. Dans le glaucome, la papille a tendance à se verticaliser et la tache blanche, c'est-à-dire l'excavation, le cup, a tendance à gagner du terrain par rapport à la zone rose ici. Donc c'est pour ça que le rapport C sur D va augmenter. À droite, vous avez également une papille glaucomateuse, avec ici un signe pathognomonique du glaucome, c'est l'hémorragie papillaire. En bas, vous avez une atteinte plus prononcée du nerf optique, donc vous voyez qu'il n'y a plus la périphérie rose, le nerf optique est blanc, et donc là, à ce moment-là, il y a une perte majeure des fibres optiques. C'est à ce moment-là qu'il commence à avoir des signes cliniques. Donc c'est un stade qu'il faut éviter, parce qu'en matière de nerf optique, ce qui est perdu est perdu. Et puis à droite, c'est encore un stade ultime où la papille est complètement blanche, et donc là, la vision est nulle. La surveillance d'un glaucome chronique se fait par l'examen du champ visuel. Ici, vous avez un champ visuel normal. Ici, vous commencez à avoir une atteinte ici et un peu ici, avec un élargissement de cette zone-là. Là, vous avez un stade plus évolué, donc vous voyez bien le déficit du champ visuel. Et puis là, à ce stade-là, le champ visuel devient agonique, et là, la vision est en effet très très basse. Un autre examen qui nous permet de surveiller le glaucome chronique, c'est ce qu'on appelle l'OCT. L'OCT, c'est optique cohérente tomographie, donc c'est un système de tomographie qui permet de faire des coupes tomographiques du nerf optique. Et pour surveiller le glaucome, on se base sur la ligne noire. Et vous voyez ici, cette ligne noire, normalement, doit rester dans le vert. Donc ici, elle atteint le rouge, donc ça veut dire qu'il y a des pertes de fibres optiques. Alors, il y a une corrélation certaine avec le SAS, puisque 50% des glaucomateux auraient des signes de SAS, et inversement, 27% des patients glaucomateux chez les patients qui ont un SAS. Et il y a aussi, en cas de SAS, une atteinte du champ visuel, même avec un tonus oculaire normal. On sait aussi que les patients qui ont un SAS ont une diminution de l'épaisseur des fibres optiques, ça en corrélation avec l'intensité des apnées. Et dans une méta-analyse chinoise, il a été prouvé une association significative entre le SAS et le risque de glaucome. Alors, l'entité particulière, c'est le glaucome à pression normale. C'est-à-dire qu'en fait, tout se passe comme si l'autorégulation cardiovasculaire était dépassée. Donc, du coup, la perfusion du nerf optique ne se fait plus, ça, même si la tension oculaire est normale. Donc, il y a des lésions qui sont identiques à celles du glaucome, sauf qu'au fond d'œil, l'atrophie optique est légèrement différente, mais surtout, quand on mesure la tension oculaire, elle est normale. Et il y a des facteurs d'aggravation du glaucome à pression normale, qui sont la migraine, l'hypotension artérielle et le SAS. Alors voici une photo d'un nerf optique et d'un glaucome à pression normale, et on voit ici donc une papille très pâle avec une grande excavation et une zone d'atrophie rétinienne péripapillaire. Et le dépistage du SAS dans un glaucome à pression normale est très important, parce que vous voyez qu'il y a une quantité non négligeable de glaucome à pression normale qui ont un SAS. Autrement dit, en clinique, nous, si on voit des gens qui sont suspects d'un glaucome à pression normale, automatiquement, on va les orienter pour l'exploration du sommeil. Alors, maintenant, intéressons-nous à la deuxième complication vasculaire du SAS, c'est ce qu'on appelle la neuropathie optique ischémique antérieure aiguë, donc la NOIA. Ici, ce sont les petits vaisseaux, c'est-à-dire l'artère ciliaire courte postérieure,
qui vont se boucher. Donc du coup, brutalement, là on n'est plus comme dans le glaucome chronique où l'évolution était très très lente, là on est dans le côté brutal. Donc brutalement, le nerf optique ne va plus être perfusé. C'est une cause qui est relativement fréquente au niveau de la malvoyance secondaire et de neuropathie optique, la première cause étant le glaucome. Et c'est une neuropathie optique ischémique qui n'est pas artéritique. Mais il faut quand même éliminer un orthone. Cliniquement, baisse brutale de l'acuité visuelle avec un œil calme, non inflammatoire, pas de douleur. Et quand on fait un champ visuel, vous voyez, il y a un champ visuel agonique, c'est-à-dire que normalement un champ visuel normal, ça remplit tout le tracé. Et là, d'un seul coup, le champ visuel est aboli avec une baisse d'acuité visuelle. Et quand on regarde le fond d'œil, on voit un œdème papillaire, c'est-à-dire un nerf optique qui n'est plus net, hein, les bords du nerf optique les bords de la papille ne sont plus nets, avec des hémorragies et donc un œdème. Et ça va évoluer très rapidement en une atrophie optique, c'est-à-dire une papille complètement blanche. Là, l'acuité visuelle est nulle. Les facteurs de risque de la NOIA, hypotension artérielle, anémie, l'apnée du sommeil, donc pareil, on va toujours rechercher une exploration du sommeil, et puis d'autres facteurs, donc un peu plus rares. Les occlusions veineuses rétiniennes, donc autre chapitre, donc là ce sont les veines rétiniennes qui vont se boucher. Donc, il y a une modification localisée de la paroi d'une veine rétinienne, donc qui va diminuer de calibre, donc en conséquence ralentissement de la circulation sanguine et retentissement circulatoire en amont, notamment au niveau des capillaires qui vont s'occlure et dont la paroi va devenir hyperperméable et ça va aboutir à ce qu'on appelle un œdème maculaire. Donc, il y a des anomalies hémodynamiques, des anomalies du contenu et des anomalies du contenant. Et donc vous voyez que l'apnée du sommeil peut rentrer en compte dans le mécanisme. Et alors, cliniquement, là, il y a une baisse d'acuité visuelle qui est moins brutale que pour la NOIA, puisque ça se fait en quelques heures, alors que la NOIA, c'était en quelques secondes. Et l'œil reste toujours calme. Donc, on mesure l'acuité visuelle, on prend la tension oculaire, on fait un champ visuel, on fait un fond d'œil, on fait une angiographie rétinienne, on fait une tomographie. Il faut rechercher les facteurs de cause. Le facteur de risque principal des occlusions veineuses rétiniennes, c'est l'hypertension artérielle, mais il faut rechercher tous les autres facteurs de risque, notamment le glaucome et le SAS. Alors, de nouveau, donc, un cliché d'un fond d'œil normal, avec une papille, donc là, ce qui est l'aboutissement du nerf optique, la macula, qui est la zone où il y a le plus de fibres visuelles, qui est responsable de la vision centrale. En cas d'occlusion veineuse temporale supérieure, donc vous voyez des grosses flaques hémorragiques avec déjà des exsudats et des nodules lysoriques. Et cette occlusion veineuse peut être centrale, c'est-à-dire que c'est au niveau de la papille que le tronc veineux central est bouché. Donc là, avec des veines très dilatées et des hémorragies un peu partout. La macula, on ne la voit plus. Là, la vision est en effet très très basse. Et quand on fait une angiographie rétinienne, c'est-à-dire que quand on injecte de la fluorescéine dans une veine du bras, donc la fluorescéine, c'est un colorant qui va injecter les vaisseaux, on voit donc une papille très édémateuse avec beaucoup d'hémorragie et des zones d'ischémie rétinienne. L'évolution des occlusions veineuses rétiniennes est très variable, puisqu'elle récupère dans 20% des cas quand il s'agit d'une occlusion de branche. Quand il s'agit d'une occlusion de la veine centrale, le pronostic est beaucoup moins bon. Et des traitements, outre le traitement des facteurs de risque, ont été proposés, comme l'hémodilution, le laser pour les zones ischémiques, et puis maintenant on fait des injections intravitréennes de corticoïdes ou d'anti-VEGF en cas d'œdème maculaire. Alors, abordons maintenant l'hypertension intracrânienne idiopathique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'hypertension intracrânienne idiopathique? Il y a une augmentation de la pression du liquide céphalorachidien au niveau des gaines. Ça entraîne un ralentissement du flux axoplasmique, un gonflement axonal et un œdème des espaces extracellulaires. Et quand on regarde un fond d'œil, vous voyez une papille très œdémateuse, les bords de la papille sont flous. Et quand on fait un champ visuel, donc il y a ici des anomalies du champ visuel qui correspondent au flou papillaire. Alors, il y a, cliniquement parlant, les gens se plaignent
pour une baisse d'acuité visuelle, et surtout des anomalies du champ visuel. Il peut y avoir des œdèmes, comme on a vu sur le cliché précédent, avec une vision à 10 dixièmes. Mais par contre, il y a très souvent des anomalies du champ visuel. Et ça va évoluer dans un nombre non négligeable de cas vers une cécité irréversible. Alors il y a une corrélation avec l'indice de masse corporelle. Ça c'est une photo de l'album familial. Et il y a une corrélation avec le SAS, puisque vous voyez que 70% des HIC ont des perturbations du sommeil, qu'un tiers des SAS auraient une HIC. Et il y a une méta-analyse américaine qui a permis de montrer que les patients atteints du SAS non traités ont 2 fois plus de risque de développer une HIC idiopathique. Ce risque diminue fortement après traitement du SAS. Et certaines études ont mis en le rôle de l'hypercapnie. Alors, abordons maintenant la rétinopathie diabétique, et notamment la maculopathie diabétique. Alors, l'œdème maculaire diabétique est la principale cause de mauvaise vision chez le diabétique, et elle est liée à l'accumulation de liquide dans le secteur extracellulaire de la rétine maculaire, d'où son épaississement, donc œdème. Et c'est une pathologie qui est assez fréquente, puisque 10% de la population diabétique est touchée par l'OMD, et 30% après 30 ans. Donc, de nouveau, cette photo d'un fond d'œil normal, avec une angiographie donc tout à fait normale, qu'on peut agrandir au niveau de la macula pour étudier la trame maculaire. Donc ça, c'est un fond d'œil normal et une angiographie normale. Dans le diabète, il y a donc des perturbations vasculaires, rétiniennes, une dilatation capillaire, des troubles de perméabilité vasculaire qui vont entraîner des exsudats et des microhémorragies, donc le sang va filtrer à travers la paroi vasculaire, des microanévrismes, c'est-à-dire des microdilatations au niveau des vaisseaux rétiniens, et puis finalement, ça va aboutir à des occlusions capillaires et une mauvaise perfusion rétinienne. Donc en haut à droite, un dessin qui schématise des exsudats, des néovaisseaux, des exsudats secs et des hémorragies rétiniennes. Il faut savoir que dans le diabète, comme il y a des occlusions capillaires, le problème c'est qu'il y a une partie de la rétine qui ne va plus être irriguée, vascularisée normalement. Alors comment la rétine va réagir? Elle va réagir en provoquant des vaisseaux anormaux qui sont appelés néovaisseaux. Et ces néovaisseaux sont très dangereux car ils vont avoir tendance à saigner et à entraîner des décollements de rétine. Donc c'est dans ces cas-là qu'on fait du laser pour détruire ces néovaisseaux, pour éviter les complications liées à ces néovaisseaux. À droite, vous avez des photos d'exsudats. Pareil. Et ici, donc, un fond d'œil typique de diabète avec des anomalies microvasculaires intrarétiniennes, de multiples hémorragies avec des exsudats, des nodules dysoriques, des exsudats secs. Et vous voyez ici, vous avez la macula. Donc la macula, quand elle est touchée par ce type de lésion, l'un des retentissements, c'est la baisse de vision. Quand on fait une angiographie rétinienne, donc on peut déterminer des zones d'ischémie rétinienne, donc ce sont des zones dangereuses, puisque comme je vous l'ai dit, ça peut être le siège de néovaisseau. Puis il y a aussi des retards de perfusion, la fluorescéine n'arrive plus à s'injecter dans les vaisseaux, avec des hémorragies, une papille qui n'est pas très nette. Et là, on voit des zones d'occlusion qu'on retrouve sur l'angiographie, c'est-à-dire que la fluorescéine n'arrive plus à franchir la zone d'occlusion, pareil ici, pareil ici. Donc ces zones-là, ce sont des zones de mauvaise perfusion rétinienne qui sont très dangereuses, c'est les complications oculaires du diabète, et qui peut être le siège de néovaisseaux qu'il faut détruire avec le laser. Ici, nous avons quasiment un aspect de l'occlusion veineuse temporale supérieure, comme on a vu tout à l'heure, et quand on fait une angiographie, toutes les zones qui sont illustrées avec des étoiles, ce sont des zones d'ischémie rétinienne, donc à lasériser rapidement. Si on fait une tomographie, un OCT, donc ça c'est un OCT normal, donc ça permet là de faire une coupe au niveau de la macula et non plus au niveau de la papille, comme tout à l'heure pour le glaucome. Donc là c'est un OCT normal où on voit une dépression qui est tout à fait normale. Et puis vous voyez ici, il commence à y avoir un soulèvement avec des cavités qui vont augmenter, des cavités kystiques. Et si on fait une angiographie, vous allez avoir une diffusion du colorant de la fluorescéine avec plein de petits kystes, c'est ce qu'on appelle l'œdème maculaire cystoïde. Alors cette rétinopathie diabétique, il faut savoir que le SAS est présent dans un quart des
cas de diabète, et que le SAS est responsable en soi de l'augmentation du nombre de microanévrismes. Et il a noté une étude qui a été faite par la PHP qui s'est terminée en 2012 sur le rôle du traitement de l'HTA et du SAS par rapport à l'évolution de l'œdème maculaire. Alors, il y a une étude récente qui a été publiée à l'ARVO. L'ARVO, c'est l'Association de la recherche pour la vision en ophtalmologie, donc qui a été faite aux États-Unis, qui commencerait à faire un lien entre l'apnée du sommeil et la DMLA. Alors, DMLA, c'est dégénérescence maculaire liée à l'âge. Jusqu'à présent, on n'avait jamais fait de lien entre ces deux affections. Et il y a une étude qui a été faite sur une période assez longue, portant sur 38 patients atteints de DMLA traités par injection intravitrienne d'Avastin. Donc, vous savez que la DMLA, certaines formes de DMLA, maintenant, on fait des injections intravitriennes d'anti-VEGF. Et sur ces 38 patients, il y avait des patients donc appareillés et des patients non appareillés. Et apparemment, donc les patients appareillés avaient une évolution meilleure au niveau visuel par rapport à la DMLA, c'est-à-dire qu'ils nécessitaient moins d'injections intravitriennes avec un résultat visuel meilleur. Donc il commence à y avoir une corrélation, des études qui montrent une corrélation entre la DMLA et l'apnée du sommeil. Alors le traitement, bon bien sûr, les mesures hygiéno-diététiques, ça vous connaissez. Donc, avoir une alimentation saine, retrouver une taille de guêpe, pas manger trop gras, faire du sport. Alors, éviter de faire trop la fête, pas trop boire d'alcool, éviter certains médicaments, pas dormir sur le côté. Alors là, c'est le traitement que vous connaissez, donc qui, par masque nasal, permettant d'avoir une pression positive continue. Et c'est un traitement qui a une influence positive au niveau oculaire, puisque il y a une amélioration du floppy eye syndrome, bon, même si c'est sur un cas. Surtout, ça permet de stabiliser le champ visuel, d'aider à stabiliser le glaucome et de diminuer l'incidence des noyades. Et tout ça, ce traitement, c'est pour éviter d'avoir des remarques déplaisantes, mais qui sont néanmoins justifiées à un moment donné, et pour se sentir mieux. Alors, en conclusion, devant un SAS, il faut que vous pensiez à rechercher une atteinte ophtalmique, notamment lors de l'examen initial, demander un examen ophtalmo pour rechercher le glaucome, notamment le glaucome à pression normale, la laxité palpébrale, ça, tout le monde peut la rechercher. Et lors du suivi d'un SAS, à l'interrogatoire, demander aux gens s'ils n'ont pas une gêne visuelle, une sensation de sécheresse oculaire, de picotement. Ça, c'est des signes fonctionnels qu'on retrouve dans le floppy eye syndrome. Et pour nous, quand est-ce qu'on doit nous suspecter un SAS? Lors d'un floppy eye syndrome, lors d'un glaucome, notamment à pression normale, lors d'une noia, lors d'une maculopathie diabétique, lors d'un œdème papillaire bilatéral. Quelques pages de biblio. Et là, je rejoindrai Bernard, au sujet de notre patient commun, car j'ai retrouvé donc une photo des dernières vacances de notre patient qui montre l'efficacité du traitement, puisque il a retrouvé une sérénité et un confort de vie relativement satisfaisante d'ailleurs, madame est contente, et à très bientôt.